Tu vas nous parler des Euh, Pinots, je suis hop. persuadé. Alors, je vais vous parler de François Pinault. Ouais. Alors, lui, il est de chez nous, hein. Il est de Bretagne. Donc, il y a le père et puis maintenant, c'est le fils qui a la boîte Pinault. Donc, je vais d'abord vous parler du père. Donc, François Pinault, qui a 84 ans aujourd'hui. Et donc, la famille, c'est la 30e fortune mondiale en 2019. Enfin, c'était, mais bon. Du coup, en 2020, je sais pas. Mais c'était juste il y a un an. Donc, ouais, 30e fortune mondiale, c'est beau. Et 5e fortune de France en 2020. Sa fortune est estimée à 52 milliards d'euros. Quand on sait que Bernard Arnault, c'est 100 milliards d'euros, du coup, bah, ça arrive à la moitié. Donc, il y a encore du chemin à faire pour la famille Pinault. Donc, voilà. Alors, il figure, Monsieur Pinault, Monsieur François Pinault, parmi les 10 plus grands collectionneurs d'art contemporain du monde. Donc, lui, il est vraiment, vraiment passionné d'art contemporain. Et j'ai regardé un peu ce à quoi il s'intéresse. Enfin, voilà, après, l'art contemporain, c'est particulier. Il y a des idées aussi qui passent à travers tout ça. Et ouais, on va voir ça tout à l'heure. Alors, Monsieur François Pinault, il est né en 1936 près de Dinan, dans les Côtes-d'Armor, et son père est marchand de bois, d'origine paysanne. Sa famille parle le gallo. Alors, c'est une langue, parce que c'est une partie de la Bretagne qui parlait pas breton, qui parlait le gallo. Et c'est un vieux français, en fait. C'est un dialecte, c'est pas une langue. Et du coup, sa famille parlait ce dialecte. Et c'était une famille qui pratiquait la foi catholique avec rigueur. Voilà. Donc, il quittera l'école à 16 ans. Alors, lui, il n'a pas fait les grandes écoles et tout ça, hein. C'est pas comme justement une grande partie. Lui, il a quitté l'école à 16 ans pour travailler dans la scierie familiale avec son père. Et alors, ça, c'était en 1952. Et en 1956, il part faire la guerre d'Algérie jusqu'à 1958, donc pendant 2 ans. Et ensuite, il retourne travailler avec son père. En 1959, à la mort de son père, il vend l'affaire familiale et devient chef d'exploitation chez Gauthier Frères, entreprise de bois à Rennes. Là, il se met bien, il se marie avec la fille du patron et du coup, il reprend l'entreprise grâce à l'aide du Crédit Lyonnais et de son beau-père, Monsieur Gauthier. Donc, en fait, il a été aidé pendant toute sa carrière par le Crédit Lyonnais et aussi donc j'ai vu par Antoine Bernheim de la Banque Lazare, en fait, qui a fait la fortune de Monsieur Arnault et de Monsieur Bolloré aussi, entre autres. Et donc, qui avait mis en place le système de holding en cascade qui permet de contrôler un empire avec une mise de fonds réduite. Donc, alors ça, par contre, je ne sais pas exactement c'était en quelle année pour François Pinault, à quel moment, en fait, la Banque Lazare est intervenue. Je n'ai pas réussi à trouver. Mais du coup, voilà, je sais que la Banque Lazare a été derrière lui avec Antoine Bernheim et le Crédit Lyonnais aussi, du coup. Donc, il se marie en 1960 avec Louisette Gauthier, avec qui il a 3 enfants, dont François-Henri, du coup, qui reprendra l'entreprise plus tard. En 1962, il crée les établissements Pinault. Il parvient à s'émanciper des intermédiaires du bois et à traiter directement avec les scieries nord-européennes. Alors lui aussi, en réduction des coûts, du coup, on va traiter directement avec les scieries dans le nord. Donc, en 1970, ah oui, alors il s'était séparé, donc il se marie avec Maryvonne Campbell. Alors c'est une antiquaire de Rennes et c'est elle qui va l'introduire dans le monde de l'art. C'est par elle qui va s'intéresser après, qui va finalement plus s'intéresser à l'art qu'aux affaires, mais enfin, pas tout de suite quand même. Alors, dans les années 70, la Fédération des importateurs de bois porte plainte contre François Pinault pour avoir mis sur le marché des planches de 60 x 170 cm vendues sous étiquette 65 x 180 cm. Donc, en fait, c'est une arnaque à grande échelle. Et du coup, François Pinault doit accepter une transaction pour régler l'affaire. Donc, voilà, c'était au tout départ. Il commençait déjà à faire des siennes. Alors, en 73, sous la pression du Crédit Lyonnais, il vend son entreprise à Venesta International, une holding britannique, pour 25 millions de francs. Il investit 300 000 francs dans le sucre à la Bourse du Commerce.
Avec l'envolée des cours du sucre en 74, il empoche une plus-value de 100 millions de francs. Doté d'une nouvelle fortune, il reprend Pinault à Venesta, et qui était alors au dépôt de bilan pour 10 millions de francs. Donc, très belle opération à ce moment-là. Et étonnant d'avoir anticipé le cours du sucre à ce moment-là. Enfin, voilà, avait-il des amitiés qui lui avaient filé, enfin voilà, qui lui avait mis sur qui les avait mis sur la piste parce que c'est quand même étonnant comme opération. Lors du premier choc pétrolier, du coup, sentant la crise menacer le secteur du bois, il se rend chez tous les fournisseurs étrangers pour rapidement mettre fin à ses contrats d'importation. Alors, toujours de l'anticipation, hein. Et les cours du bois s'effondrent quelques mois plus tard, et la guerre des prix qui en découle permet à François Pinault de racheter la plupart de ses concurrents en faillite. Donc, du coup, pareil, anticipation, et puis finalement, il vend au moment le plus opportun, et puis il rachète au moment où ça vaut plus rien, et puis du coup, et il refait sa fortune comme ça. Donc, voilà. Voilà comment fonctionne Monsieur Pinault. Donc, à partir de 78, il constitue une équipe spécialisée dans la reprise d'entreprises en difficulté et reprend plus de 60 sociétés. En 81, François Pinault verse 2,25 millions de francs de réparation à la Commission des infractions fiscales en raison de nombreux versements effectués sur des comptes offshore basés dans des paradis fiscaux. 2,25 millions de francs. En 81, ça représentait quand même énormément à cette époque-là, hein. Donc, voilà. Bon, après, hein, on est habitué, hein, avec tout cela. Mais ce qui est fou, c'est que, enfin, voilà, enfin, c'est qu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de, enfin, voilà, il n'y a pas de condamnation, enfin, à part de l'argent qui finalement représente, quand il y a des condamnations comme ça, en général, ça représente beaucoup moins que l'argent qui est rentré dans leur poche. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont gagnants. 1983, oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, 1983, non, il devient membre de la... j'écoute avec Ouais, attention. J'apprends beaucoup de choses. d'accord. Je ne savais pas qu'il avait fait fortune comme ça. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est très intéressant, hein. Et puis lui, il a pas, enfin voilà, il vient pas des grandes écoles et tout ça, donc il a été bien soutenu, il a bien su se placer dès le départ en fait, quoi. C'est très malin, très Mm. malin. 83, il devient membre de l'Association française des entreprises privées, l'AFEP. Alors c'est un lobby qui réunit la plupart des grands patrons du CAC 40. C'est relié au MEDEF. Et donc, du coup, le MEDEF, le dîner du siècle, hein, le MEDEF, ils sont au moins 10 là-dedans à être au dîner du siècle. Donc, voilà. 1986, il rachète le fabricant de panneaux de bois Isoroy pour 1 franc symbolique. Il y investit 400 millions, dont 130 millions provenant de subventions publiques. Oh, tiens. Supprime. Tiens, c'est Alors, comme Arnaud, ça. oui. C'est comme Arnaud, Ouais, ouais, avec ils arrivent Bissap. à faire intervenir l'État dans leurs entreprises. C'est intéressant. Alors, du coup, bah, par contre, alors, c'est pas grave si derrière, ils suppriment un quart des postes et ils revendent l'entreprise en 92. En 1987, il rachète le producteur de papier journal Chapelle Darblay, dans laquelle l'État a injecté 2,3 milliards de francs en 6 ans. Alors là, c'est pareil, hein, enfin voilà. Il faut savoir, L'État participe aussi à tout ça, hein, donc, voilà. la chapelle Et donc, d'Arblay, c'est la chapelle d'Arblay, c'est sur la circonscription de Fabius. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'aides d'État, en fait. ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui. Fabius, ouais, ouais. Il est plus à présenter, je pense. Donc, On en parlera tout ouais, à ouais. l'heure. Donc, et puis, ouais. Et du coup, donc il a eu aussi pour ça un prêt de 300 millions du Crédit Lyonnais et en partenariat Ah, aussi avec le Canadien Cascade. Mais oui, oui, le Crédit un Lyonnais Crédit aussi Lyonnais. toujours là, hein. Mm. Crédit Lyonnais. Je crois qu'il est intervenu souvent. C'était une banque publique, très politique. On se demande si son amitié avec Chirac n'a pas joué aussi, hein, en Oui, la oui, matière. Je ne aussi. sais Oui, oui. Ouais, tout à fait.
En 90, Pinault SA revend Chapelle Darblay au groupe suédois Stora et finlandais Kymen pour 1,4 milliard de francs. Voilà. Donc, il a des prêts, tout ça pour acheter. Et puis après, il revend et puis il se fait 1,4 milliard. Voilà, voilà. Donc, en 88, Pinault SA fait son entrée à la Bourse de Paris. 88. Alors, de la fin des années 80 à 92, François Pinault met en place un système de double facturation avec les sociétés offshore panatlantiques, domiciliées à Manhattan, et Cibex, domicilié à Londres, qui alimente un compte en Suisse échappant au contrôle renforcé des changes mis en place par le gouvernement socialiste et géré par les collaborateurs successifs de François Pinault. Voilà. Ah bah, C'est ouais, clair au c'est bien moins, ça, hein. c'est très bien. C'est-à-dire, c'est le fameux contrôle d'échange que Jacques Delors avait mis en place en 82. Ils ont réussi à Ouais, passer au... D'accord. oui, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, donc oui, alors oui, ça c'est une de ses façons de faire. Alors en 88, Christian Martin porte plainte contre François Pinault au pénal à la suite de la découverte de créances fictives et de faux stocks dans les comptes de la société Guermont-Pré, quelques semaines après son rachat à Pinault SA. Puis accepte une transaction de 700 000 francs pour retirer sa plainte. Et en fait, ça s'est passé énormément dans les rachats qui ont eu suite, enfin voilà, des achats qui ont été faits à Pinault en fait, où derrière, ils ont découvert, enfin voilà, ils ont découvert des créances fictives, des faux stocks, enfin plein, enfin voilà. C'est ouais, ils pourrissent bien le truc et puis ils revendent, sauf que bah je sais pas, visiblement ils effacent pas toutes les preuves parce que du coup il y a des plaintes derrière quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Les amendes sont pas très chères pour eux. Ouais. Et les transactions, ça arrange les choses, hein. Ouais, 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 c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça. Là, c'était une transaction. Bon, ça passe. 1989, alors là, ouais, c'est très intéressant. Il rachète la CFAO. C'est la Corporation for Africa and Overseas, donc la compagnie française de l'Afrique occidentale. Et alors ça, c'est une société multinationale qui a été fondée en 1852 et spécialisée dans divers domaines. Alors, distribution automobile, exemple, la distribution de la première Ford T en Afrique, CTE. Donc, des produits et services pharmaceutiques avec Eurapharma, filiale de la SCOA. Alors là, c'est des sociétés commerciales pharmaceutiques de l'Afrique. Autrement, gestion des centres commerciaux et supermarchés. Ça aussi, c'est intéressant, hein. Donc, voilà, ils ont la main mise sur tout en Afrique. Fabrication de produits de grande consommation, secteur des nouvelles technologies et énergie. Le groupe gère 18 sites de production en Afrique. Il est implanté dans 38 pays d'Afrique, qu'on voit là sur la carte, 7 dom-tom, Myanmar et Vietnam. Et la CFAO dispose d'un département spécialisé dans la vente aux ONG, Nations Unies et grands comptes, CPS Africa. Donc voilà, c'est très beau Bon, tout ça. c'est un peu comme Bolloré avec le groupe Rivaud, quoi, hein. C'est une Exactement. pépite africaine. Ouais. C'est nos oligarques bretons, ils aiment bien l'Afrique, hein, ils aiment bien. Ouais, visiblement, hein. Ouais. Alors, Quatre- j'ai un petit commentaire sur le live là, mais ce n'est pas un live sur les oligarques, c'est un live sur les frères ouais. Raptou. Oui, bah c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que nos Ah ouais, non, oligarques mais seraient c'est honnêtes. impressionnant hein, de découvrir tout ça et de voir à quel point, enfin, eux, ils sont au-dessus de toutes les lois, quoi. Enfin, et surtout que, bah, ils maîtrisent tout, hein. Ils maîtrisent tout, du début à la fin. Ouais, le Euh, judiciaire, le ouais, juridique, euh, le financier, c'est très important ouais, aussi. Ils ont le médiatique. soutien des banques, hein. Ouais, 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 ouais. L'opinion et tout ce qui va avec. C'est vraiment c'est- très, très impressionnant. Ouais. Donc, 90, fusionne, le groupe Pinot fusionne avec la CFAO et acquiert, entre autres, la CDME. C'est la distribution de matériel électrique qui deviendra Rexel. Et en fait, c'est une société stratégique du groupe, premier distributeur de matériel électrique en France. Et en fait, Rexel, ça représente 38% du chiffre d'affaires du groupe Pinot, hein. Donc, c'est très important.
En Mais 91, c'est un il grossiste, rachète. c'est un Oui, grossiste important que connaissent tous les électriciens, hein. ouais. En 91, il rachète Conforama à Bernard Arnault, qui est à ce moment-là en pleine restructuration de son groupe autour des activités de luxe. Et voilà, donc il récupère Conforama. Et en On peut 92, il peut-être en rachète la parler. holding des. Hmm. On peut peut-être parler de. En fait, Conforama, c'était un reste du groupe Boussac qu'il avait démantelé. Il avait racheté le groupe Boussac avec des subventions je crois, en 1984 ou 83, je ne sais plus, des subventions importantes avec l'aide de Fabius à l'époque. Et donc, il y avait Encore dans le groupe excusez-moi. Boussac, il y avait Conforama, il y avait Peau Douce. Ça, il a fourgué. Et il a gardé, bien entendu, l'industrie textile, contrairement à ses promesses, il n'a rien sauvé du tout. Il a licencié, et alors qu'il avait reçu des subventions. Et il n'a gardé que Dior et euh, le magasin Le Beau Marché, au Beau Marché, qui est un grand magasin sur la rive gauche parisienne. Mhm. Ça marche. Alors, bah, du coup, oui, c'est vrai que j'ai pas approfondi. Après, on peut pas approfondir sur tout tellement Non, non, mais c'est long. Ouais. c'est Bah important de oui, le il y a préciser, parce que beaucoup de choses Arnaud, à c'est dire. le début de la fortune d'Arnaud, ça, c'est très important. Ah bah oui, tout à fait. En 92, du coup, il rachète la holding détenant Printemps pour 5,3 milliards de francs. En décembre, du coup, Pinot devient Pinot Printemps. Donc à ce moment-là, c'était pas encore PPR, c'était juste Pinot Printemps. Donc il crée Artemis. Donc Artemis, voilà, on voit Patricia Barbizet apparaître. Donc Comme vous allez société de voir, porte. Ouais. comme vous allez la voir, Ouais. je crois qu'elle est présidente de l'AFEP aussi, ou du moins elle a remis un rapport sur la bonne gouvernance. Ah oui, Donc d'accord. elle est Ah toujours ouais. dans l'AFEP, hein, donc c'est Ouais. probablement son ex-mentor qui l'a, euh, son ex-patron qui l'a introduit. Et Ouais. elle a été Ouais. présidente du siècle. Elle était la précédente présidente du siècle. Maintenant, c'est Olivier Duhamel. Excuse-moi, je vais je Ah oui, saute non, il n'y a pas de souci. Ah oui, de puis elle a liane fait en liane, si Bilderberg je puis aussi. dire. Oui, elle a fait Mais tout le Bilderberg aussi, monde, pas de souci. ouais, Ouais. Bilderberg, très important, très important. Vas-y, je Ouais. t'en prie, je te laisse continuer. Ouais. Ah, il n'y a pas de souci. J'avais mis sa photo exprès pour qu'on en parle, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, la société Artemis, c'est une société portefeuille qui est contrôlée par Financière Pinot à 75,5%, elle-même détenue à 55% par la famille Pinot. Et sinon, il y a le Crédit Lyonnais qui entre à hauteur de 20% au capital de Financière Pinot et à 24,6% de Artemis. Donc, c'est le lien aussi avec tout ça. Enfin, le Crédit Lyonnais n'est jamais loin. Ouais. Et c'était quand ça, Euh, exactement? C'était en quelle euh, année? euh, Ça, c'était en 92. 82. Donc c'était avant la Ouais. faillite du Crédit Lyonnais. Oui, oui. Alors, autrement, 92, la vente d'Isorois au groupe allemand Glunz donne lieu à contestation. Le contentieux arbitré secrètement par un tribunal suisse a donné lieu à condamnation des méthodes du groupe Pinot et au versement de dédommagement de 71 millions de francs. Donc, bah voilà, hein, ils se font épingler encore une fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, 94, fusion avec la Redoute pour créer le groupe Pinot Printemps Redoute. Donc là, le groupe, c'est pas encore PP, futur groupe PPR du coup. Il reprend également à 64,4% la Fnac. Il crée une jointure aussi entre la CFAO et Henken, pardon, pour ouvrir la première brasserie au Congo, Brasco. Donc il s'occupe de ça aussi, distribuer la bière au Congo. Et il entre au conseil d'administration du Crédit Lyonnais. Bon, bah là, au moins, c'est clair. Voilà. En 97, Artemis rachète Le Point.
le journal Le Point, enfin le magazine Le Point. Donc voilà, ça y est, il est là le média qu'il leur fallait. Voilà. Euh, voilà. Pour peser, 90... Pardon? c'est pour peser au sein du petit Paris, dans les médias, pour avoir des journalistes complaisants qui vont sur les plateaux. C'est ça. Il leur faut tous de toute façon ces médias. Ouais, donc lui, il a choisi Le Point. Et en 97, ayant souscrit à un emprunt de 140 millions de francs pour acquérir de nouvelles actions de ses propres sociétés, François Pinault parvient à ne pas payer l'ISF. Oui, bon, ça, c'est... Ouais, ouais c'est qu'un détail. Ah, pardon. Hop, voilà, pardon. C'était tout à fait légal. C'était tout à fait légal. Il a réussi. Il y avait une disposition particulière du Code des impôts et qui lui a permis de ne pas payer d'impôts. On s'en souvient, ça avait fait scandale à l'époque. Ouais, ils arrivent toujours à trouver la faille. Hein. Voilà, donc alors ça c'est très intéressant, l'affaire Executive Life. Donc entre 97 et 2001, la justice californienne enquête sur le montage mis en place pour l'acquisition d'Executive Life Insurance Company, rappelant que la loi américaine interdit plus de 25% de participation d'une banque dans une compagnie d'assurance. Et elle suspecte François Pinault d'agir en faux nez pour le Crédit Lyonnais. Oh, en faux nez, plus ou moins, c'est plus ou moins officiel. Enfin bon, on le sait. Hein. Donc, Executive Life Insurance Company, c'est la plus grosse compagnie d'assurance vie américaine. Elle fait faillite en 91 et est rachetée par une société écran offshore pour le compte du Crédit Lyonnais. Donc, cette affaire a coûté 750 000 francs à l'État français, qui a couvert la dette du Crédit Lyonnais suite à sa faillite. 1750 000 francs, mais c'est 750 millions de francs, non? Moi, j'ai noté 750 000, mais effectivement, en le disant, ça me paraît peu. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, j'étais en train de me le dire aussi, je me disais, mais ouais, ça me paraît peu. Faudrait revérifier. Je revérifierai après. Non, mais je vais vérifier. Nos amis peuvent vérifier aussi. Ouais. En 98, Artemis rachète la société internationale de vente aux enchères basée à Londres, Christie's, pour 1,2 milliard d'euros. Voilà où intervient l'art. Enfin voilà, hein, il s'intéresse beaucoup à l'art. Donc il achète cette société de vente aux enchères et il achète aussi le Stade Rennais. Et ah oui, il achète aussi 12,61% des parts détenues par Vincent Bolloré dans Bouygues, ce qui fait monter à 16% la participation du holding de François Pinault dans Bouygues. Donc, il rejoint Bouygues. Enfin, il l'avait déjà un peu, mais là, c'est au moins 16%, donc c'est beaucoup. Voilà. Je précise, l'affaire, ça y est, j'ai vérifié, l'affaire a coûté 750 millions de dollars d'amende à l'État français. Ah ouais, bah ouais, tu vois, ouais. Ok. Alors, en 98, les mêmes irrégularités comptables que celles ressorties lors de la vente de la société Guermont-Pré en 88 émergent lors de la revente de la société Lafarge par François Pinault à Bernard Roch et Claude Caplan, ce qui lui coûte une condamnation à payer 220 millions de francs d'indemnité. Voilà. Bon, en fait, c'est des rachats, des ventes, et puis des paiements d'amende, et puis des arrangements. En 99, alors là, il prend un virage comme Monsieur Arnaud. Il va vers le luxe. Et du coup, il reprend dans la même journée 40% de la marque de luxe Gucci et 100% de Sanofi Beauté, qui possède entre autres Yves Saint Laurent. Oui. Ouais. Alors là, il faut parler un peu de cette bataille Gucci, parce que c'était une bataille homérique face à Bernard Arnault, qui fait que les hommes sont plus ou moins fâchés. Hein. Les deux hommes sont plus ou moins fâchés. Je ne sais pas si tu vas nous en parler davantage. Ouais. Je peux pas forcément en parler davantage. J'ai pas creusé cette affaire-là énormément. Bon, alors, rapidement, l'affaire Gucci, c'est-à-dire que Bernard Arnault rachetait en douce des actions Gucci et Pinault est arrivé en chevalier blanc et a repris au nez à la barbe
de Arnaud Gucci. Et d'ailleurs, c'est de là d'où est venue la diversification vers le luxe du groupe Pinault. Ok, ok. Ouais. Ça marche. Voilà. Sinon, en 2000, il rachète Artemis rachète le magazine financier l'AGFI. Donc voilà, ouais, l'AGFI Hebdo. Voilà. Ouais, c'est assez connu. Ouais, c'est un journal, c'est un magazine financier, ouais, qui est lu par tout le monde de la finance. Donc, en 2000, il partage la gestion financière Pinault avec son fils François-Henri Pinault, donc, qui est, pour la petite anecdote, le mari de Salma Hayek, et qui est directeur de la FNAC depuis, qui est à ce moment-là directeur de la FNAC depuis 97. Et il cède cette structure en donation-partage à chacun de ses 3 enfants en 2001. Voilà, donc il assure son héritage. En fait, il a un peu envie de décrocher et de partir vers l'art et du coup de laisser les affaires à son fils. Donc, il y a ses autres enfants aussi. En 2001, dans le cadre de l'affaire Executive Life, des documents de 94 remontent à la surface qu'il identifie comme propriétaire de la Forest Product International, société des droits néerlandais qui détient anonymement un tiers de la financière Pinault depuis 1976. Il règle le différend avec le ministre des Finances Laurent Fabius, encore lui, en payant près de 450 millions d'euros au fisc français. Ouais, donc voilà, donc c'était bien lui qui était derrière tout ça, voilà, c'est clair. Donc c'est avéré, mais c'est hallucinant des histoires comme ça. C'est ouais. Voilà. C'est le petit pari qui s'arrange. Et j'en parlerai tout à l'heure parce que je parlais de Darrois, du maître Darrois. Tu verras que je reparlerai de Pinault. Oui. Et de Fabius. Voilà. Ouais. Alors, en mai 2003, il cède Artemis à François-Henri, du coup, ainsi que son poste de vice-président du conseil de surveillance de Pinault Printemps Redoute. Donc PPR, quoi. Non, c'est encore après que ça devient PPR. Non, pardon. C'est encore après. Pardon. Alors, de 2005, dans l'affaire Executive Life encore, Artemis est jugé coupable de fausses déclarations intentionnelles, de dissimulation et de conspiration et est condamné en 2005 par la justice américaine à payer 241 millions de dollars d'amende. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte des millions d'amendes que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est inimaginable. Donc, pour enrichissement indu et 700 millions de dollars d'indemnité. Les indemnités de 700 millions sont annulées la même année. Oui. Les 700 millions sont annulés la même année pour vice de forme. La condamnation pour enrichissement sans cause est annulée en appel en 2008. Et seul restant à charge une indemnité irréversible de 110 millions de dollars. Le volet de l'indemnisation est renvoyé à un jury populaire qui exempte Artemis d'indemnisation en 2012. Oui, au final, ils n'ont rien payé en fait. Finalement, non. Ils s'en sont sortis de ce truc-là, en fait, réellement, quoi. Et en fait, il n'y a que l'État qui a payé dans l'histoire. Donc, mais eux, non. Voilà. Donc, français, ouais. 2005, Pinault Printemps Redoute devient PPR. Voilà, c'était à ce moment-là. François-Henri devient président du directoire de PPR. Il poursuit le recentrage vers le luxe que son père avait engagé. Alors, de 2006 à 2011, Monsieur François-Henri, donc là on parle de François-Henri, du fils, est membre du conseil d'administration d'ArcelorMittal, le groupe sidérurgique mondial, premier producteur d'acier au monde. Voilà, et d'ailleurs, la même année, il participe à Bilderberg. Donc, en 2006, donc au moment où il commence à être membre du conseil d'administration d'ArcelorMittal. Donc, relié, pas relié, enfin, voilà. On dit que justement, il faut savoir qu'à l'époque, l'État français était inquiet, et à juste titre, du rachat d'Arcelor par Mittal, et que Pinault a joué un grand rôle dans le fait que l'État accepte le rachat d'Arcelor de Mittal, le rachat d'Arcelor par Mittal, sachant que
Pinault était très très proche de Chirac au pouvoir à l'époque. Ouais, ouais. Et donc, ouais, il a participé du coup à Bilderberg en 2006, donc ce qui a dû lui donner sa lancée pour la suite. Bah, c'était une consécration. C'est pas, Oui, ça a bah été oui. quelque chose. Alors en 2009, entrée sur le marché boursier de la CFAO. Moi, j'étais étonnée que ce soit rentré aussi tard hein, sur le marché boursier, mais ouais, c'est rentré en 2009. Et donc, il y a eu 2,5 milliards de chiffre d'affaires cette année-là pour la CFAO. Voilà. 2013, PPR devient Kering, le groupe de luxe français propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent, Bogetta Veneta et Boucheron et Alexander McQueen. Ouais, moi, les marques de luxe, c'est pas trop mon truc, mais du coup, ouais. Il est responsable, du coup, Kering est responsable de tout ça. Donc, en 2018, le groupe Kering enregistre quand même un chiffre d'affaires de 13,66 milliards d'euros. Donc, ça a été une augmentation de 26,3% en un an. Donc, le fils a bien repris les choses en main, il n'y a aucun problème. La suite est assurée. Voilà. Donc, du coup, je vais parler un petit peu de Pinault et de l'art, parce que c'est quand même intéressant. Donc, il a une collection d'œuvres d'art de 5000 œuvres, à un total estimé de 1,4 milliard de dollars. Donc, en 2000, il a le projet de construire un musée sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Il a embêté tout le monde avec ça. Ça a été une grosse histoire. Ça a duré 5 ans avant que finalement le projet soit abandonné parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Enfin, voilà, ça a été annulé. Donc, il s'est rabattu en 2005 du coup sur le Palazzo Grassi, pardon, situé sur le bord du Grand Canal à Venise. C'est pas mal non plus, hein. Il le rénove durant un an avec l'aide de l'architecte japonais Tadao Ando et l'inaugure en 2006 avec la toute première exposition de sa collection intitulée Where Are We Going? Où allons-nous? Et oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est pas un grand succès, c'est-à-dire que c'est pas très fréquenté. En fait, ce qui mise, ce qui vit, c'est Paris. Et il va l'obtenir. Mais je t'en prie, Oui, il va continue. l'obtenir avec. Je vais en parler ensuite. Ouais, il Ouais. l'a obtenu. Hein. Il l'a obtenu. 2007, après une forte lutte avec la fondation Guggenheim, il reprend la pointe de la Punta della Dogana. Donc, c'est quand même un endroit assez important à Venise. C'est la photo suivante, qui rajoute 5000 m² d'exposition aux espaces du Palazzo Grassi. Elle sera aussi transformée en musée par le même architecte et sera inaugurée en 2009. Donc, voilà, c'est la pointe qu'on voit là sur la photo. Donc, plutôt bien placé, hein. Voilà. En 2015, François Pinault inaugure à Lens la première résidence d'artistes de Pinault Collection. Voilà, il s'intéresse aux jeunes artistes. 2016, officialisation du projet de transformer la Bourse de Paris en musée d'art contemporain. Projet financé par François Pinault d'une valeur de 120 millions d'euros. 10 expositions par an prévues, ouverture en 2021. Alors, on voit la photo avec Anne Hidalgo. Et avec avec la famille Alors, Pinault. Ouais. c'est un dossier c'est un dossier que nous, Gilets jaunes constituants du 75, on va regarder de près. On a déjà regardé de près. On va s'y intéresser encore davantage. L'ouverture devrait avoir lieu en 2000. Devait avoir lieu en 2020. Elle aura lieu probablement un peu plus tard, 2021. Mais c'est un dossier où, là encore, l'intérêt des Parisiens n'a pas été respecté, l'intérêt patrimonial. Donc, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais on en reparlera. On en reparlera. Ouais, on en reparlera. Mais ouais, c'est encore des arrangements. Et tout ça au profit, bien entendu, de Pinault. Ouais. Alors, il organise une activité de prêt d'œuvres et organise des expos à Lille, Moscou, Dinard, Essin et à Rennes, dans l'ancien couvent des Jacobins.
Il compte même y amener des joueurs du Stade Rennais. Alors ça, je trouve ça pas mal parce que, enfin, ouais. Je sais pas si le lien entre le foot et l'art contemporain est vraiment bon. Surtout sur les joueurs actuels, peut-être des joueurs d'un autre temps, peut-être, mais ouais. Et il lui arrive de se déguiser en manutentionnaire pour accéder aux foires en priorité et sélectionner les œuvres d'art intéressantes. Donc ouais, il veut être prioritaire surtout. Il entretient des liens avec le monde de l'art et est proche de beaucoup d'artistes. L'artiste Maurizio Cattelan aurait déjà dessiné sa pierre tombale ornée de ces deux mots Why me? Alors, j'ai pas trouvé de photo. Alors, par contre, voilà, ça, c'est une œuvre de cet artiste-là qui a fait sa pierre tombale, Maurizio Cattelan. Et en fait, c'est c'est Jean-Paul II qui se fait écraser par une météorite. Et ça, c'est une autre œuvre d'art aussi du même artiste. Donc, il y a une fascination morbide pour les récits de son grand-père revenu des camps, et donc qui a fait cette œuvre d'art du coup d'Adolf Hitler à genoux, qui donc qu'on a pu, enfin, je crois, admirer dans une exposition où je me demande si c'est même pas en ce moment au couvent des Jacobins à Rennes. Et c'est l'œuvre d'art la plus chère de l'art contemporain qui a été vendue chez Christie's pour 15 millions d'euros. Donc, quand je disais voilà, il y avait aussi des messages passés à travers l'art, voilà. Il y a aussi tout ça, quoi. Donc, voilà. Et donc, les deux mots why me sur la pierre tombale, pourquoi moi? Donc, sans commentaire, quoi. Ouais. Et on peut dire qu'il y a une bataille entre... Oui. Vas-y, termine, je t'en prie, vas-y, termine. Ouais. Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est Jean-Jacques Elagon, l'ex-ministre de la Culture, qui a été... Alors, je crois qu'il l'est plus aujourd'hui, je ne suis pas sûre, mais qui a été son conseiller en art. Du coup, exactement, il l'est toujours, mais le président de la Fondation Pinault, c'est Sylvain Faure. Vous savez qui c'est, Sylvain Faure? Il a été pendant plusieurs années, il a quitté l'Élysée il y a peu de temps, il était le speechwriter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'homme qui écrit les discours de Macron à l'Élysée. Voilà. Il a quand même pris quelqu'un qui est proche de la Macronie, bien qu'il soit très ami avec Hollande, parce qu'il faut quand même parler de son amitié avec Hollande. Ouais. Oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, Hollande, avec qui il est... Enfin, ouais. Aussi, c'est comme Fabius. C'est toute la promotion Voltaire de l'ENA, Hollande, Fabius, De Castries. Enfin, c'est tous. Ils sont tous reliés, tous ces gens-là. Maintenant, on a la promotion Senghor avec Macron. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors autrement, du coup, en 2000, il reprend le théâtre de Marigny et place Robert Hossein à la direction artistique. Donc Robert Hossein, hein, voilà, c'est lui, c'est pas n'importe qui. Enfin, voilà, il fait des gros spectacles, des compagnies musicales et tout ça. Enfin, il est connu dans le monde du spectacle et de l'événementiel sur Paris. Donc il fait les grosses productions, quoi. En 2019, il promet le versement de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il fait partie des généreux donateurs avec Bernard Arnault aussi, dès le lendemain de la catastrophe de Notre-Dame de Paris. Donc voilà. Hein. Ils placent leur argent. Il possède une villa à Dinard, classée monument historique, la Villa Grestone. Il est oui, donc voilà, qu'on voit là sur la photo. Hein, il fait de l'ombre à la maison de Bettencourt, hein, parce que c'est quand même la grande classe. Hein. C'est quand même très beau. Est-ce que la maison de Nicolas Hulot est aussi belle? Je ne sais pas. À Dinard. Nicolas Hulot, d'ailleurs, il avait une île en face de la villa de Bettencourt. Alors, il l'a revendue, mais il avait aussi une île dans le coin. Hein. Ah ouais. Mais il l'a revendue, ouais, depuis quelques années. Mais il avait aussi, donc voilà, donc la Bretagne, hein, on aime bien, enfin les oligarques aiment bien, c'est frais, c'est très joli, c'est nature la Bretagne, on est tranquille. Donc voilà, donc du coup sa villa, et il a aussi 3 hôtels dans le Clermont-Tonnerre, dont le Clermont-Tonnerre.
de 52 millions d'euros dans le 7e arrondissement. Alors là, j'ai pas mis de photo, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de ses propriétés. Il Il possède en a des vignobles plusieurs. et grands crus. Il en a plusieurs. Ouais. Ouais, il en a Mhm. plusieurs. Ils Non, placent pareil. tous leur argent, de toute façon, dans l'immobilier. Dans la pierre. Ouais, Euh, ils aiment bien, ça il les possède... rassure. Ouais, c'est ça, la pierre, c'est plus sûr. Il possède des vignobles et grands crus. Alors ça aussi, c'est sûr. Château-Latour à 94,5%. Ouais. Domaine de génie, Château Grillet, domaine californien de la Napa Valley, Ezelé Beynard. Ah oui, alors ça, ah ouais, d'ailleurs, j'avais même pas creusé, mais ce domaine-là aussi californien, ouais, c'est. Je me demande si c'est pas relié à un des enfants Rothschild aussi, la Napa Valley. Ouais, enfin bon, bref. Domaine de Clos de Tarte, Côte de Nuit, production de 25 000 bouteilles de vin par an, quand même, ce domaine-là, le Clos de Tarte. Donc voilà. Alors ensuite, son amitié avec Monsieur Chirac. Il est proche de Chirac depuis 1976. Bah, tous les deux, en fait, enfin voilà, c'était une explication qu'il y avait eu dans le gala, j'adore. Tous les deux sont pères d'une fille anorexique, alors ils se sont rapprochés. Ça, c'est l'explication officielle. Gala, Voilà, voilà. Gala qui est un organe de presse tenu par, du moins, complètement verrouillé par Mimi Marchand, comme beaucoup de magazines People d'ailleurs. Donc quand vous lisez des magazines People, faites attention. Ouais, mais Tout oui. ça, tout ça est verrouillé et l'information est souvent bien orientée. Pareil que Ouais, dans la bah oui. presse généraliste. Hein. Ouais. Non, mais c'est à croire qu'ils sont tous copains. C'est vrai que dans la vraie vie, tout le monde est ami comme ça. Il n'y a pas de problème. On s'entend tous bien. Il n'y a aucun souci. Donc, donc voilà. Donc, il lui mit, alors c'est Monsieur Pinault qui lui à disposition un hôtel particulier dans Paris pour passer ses dernières années avec Bernadette. Voilà, donc c'est Monsieur Pinault qui lui avait donné l'hôtel particulier où Monsieur Chirac a passé les dernières années de sa vie et là où il est décédé. Voilà, Et voilà. avant, ils étaient chez les Hariri avant. Les Chirac, c'est formidable, ils n'ont jamais habité chez eux. Une fois sortis de l'Élysée, même avant. Euh, L'Élysée, la mairie de Paris. Pourquoi payer un loyer? ouais, bah ouais, non, mais c'est clair, hein. Donc voilà, sinon il était ami avec. Alors j'ai vu Jean-Marie Le Pen, j'étais assez étonnée. Alors j'ai trouvé aucune trace, enfin pas beaucoup de traces de ça, mais apparemment il était ami avec Jean-Marie Le Pen et Dominique de Villepin. Et aussi Hollande depuis 2011, grosse amitié avec François Hollande. Alors là, ouais, il y a toutes les photos, Villepin, enfin voilà, ils sont tous copains, c'est magnifique. Ils sont tous copains. Il était également au dîner au Fouquet's en 2007 pour la victoire de Sarkozy, même si justement, comme tu dis, voilà, c'est pas la grande entente avec Bernard Arnault, Sarkozy, mais bon, il était là quand même. Hein. Il était présent au dîner à l'investiture de Sarkozy. Voilà, voilà. Sinon, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, que François-Henri Pinault, il a créé EBG avec Pierre Reboul. C'est le premier think tank français de l'économie digitale. Ça a été fondé en 98. Donc, Tu peux redire le nom parce que c'est intéressant, ça intéresse pas mal de monde. EBG, EBJ, Electronic d'accord. Business Group. Ouais. Et en fait, c'est le premier think tank français de l'économie digitale. Alors, ça conseille les entreprises en fait sur la façon de s'y prendre sur Internet pour développer les entreprises, quoi. Voilà. Donc, c'est pour accrocher la jeunesse, quoi, et les startups. Donc, PPR est engagé depuis longtemps pour l'éducation et le soutien des lycéens dans les banlieues. Alors oui, il y a ça aussi. Et François-Henri Pinault, avec sa femme Salma Hayek, s'engage pour la cause des violences faites aux femmes. Et depuis 2009, il crée la fondation PPR.
Voilà, hein, parce que voilà, c'est très important, hein, l'humanité est importante pour eux. En partenariat avec 44 ONG. Et l'axe principal est d'aider les femmes victimes de violences à gagner leur indépendance. Alors, c'est quand même impressionnant parce qu'ils créent des centres pour les femmes victimes de violences au Pakistan ou en Inde. Et en fait, il leur donne accès. En fait, ils les émancipent complètement de leur famille et ils les sortent complètement de leur cadre de base, quoi, leur cadre familial, et ils pensent les aider en procédant comme ça, c'est ouais. Enfin bref, donc voilà, c'est le féminisme 2.0. Et voilà, et donc sinon, ouais, il s'engage pour un luxe écolo. Alors là, c'est la dernière photo avec Monsieur Macron. Voilà, parce que le Fashion Pact, très important, parce que du coup, le luxe, oui, mais le luxe écolo. Alors, mais le luxe, c'est forcément écolo. Hein. D'ailleurs, c'était un des enfants de Bernard Arnault, je crois, qui a dit ça justement dans un article que tu m'avais montré il n'y a pas longtemps, là. Ouais, du coup, il déclarait ça, que le luxe était forcément écolo. Bah oui. Hein, quand il y a le Chacun le prix, quand il y a les fait. bons matériaux, c'est forcément écolo. Bah ça, c'est sûr. Il n'y a qu'à aller Voilà. faire un petit tour en Italie, on verra comme c'est écolo. Dans les usines, ou même ailleurs d'ailleurs, ou en Chine. Hein. Ouais. Voilà, donc c'était ça pour finir. Voilà. Voilà pour les Pinots, Bon, pour ma part. alors, Pinot, il a déclaré un jour, Emmanuel Macron ne comprend pas les petites gens. Et alors, ce qui est étonnant, qu'un oligarque dit ça, Macron, on pourrait dire Macron s'en fout, quoi. Mais non, l'entourage de Macron a fait démentir plus ou moins par Pinot, tout. Pour eux, c'était très important qu'un oligarque démente cette parole. C'est très amusant, quoi. Ça en dit long sur la Macronie. Mm. Donc, c'est Ouais. l'avis des oligarques est plus important que l'avis des petites gens. L'avis, Ah oui. L apostrophe, AVIS. Ouais. Hein. Ouais. Voilà, bah, écoute, Ouais. est-ce qu'il y a des questions, David? David est avec nous. Alors, il n'y a pas de question. Bon, après, il y en a une, mais elle est vraiment ridicule. Je ne vais même pas la poser. Bon, enfin, quelle est leur marque de leur dentifrice? Bon. Ah, pardon, là, je ne sais pas. J'ai pas C'est été jusque-là. C'est Gucci pour Pinot et, et Dior pour Arnaud. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est donc comment dire, les dettes, c'est pour le peuple en fait. Hein. Ils créent des dettes, c'est le peuple qui paye. Et par contre, quand il faut se faire du fric, c'est eux qui se mettent tout dans la poche, quoi. Bah oui, c'est qu'on finance, on privatise les bénéfices et on nationalise les pertes. Voilà. Exactement ça. Ouais. Et du coup, l'État participe à tout ça et notre argent sert à reverser de l'argent pour soit compenser en cas de condamnation, soit aider pour les investissements. Donc voilà. Où va notre argent?